Michel, vous l'avez lu, puisque Louise Michel en parle elle-même. Elle va rencontrer Élisée et Noémie Reclus, et elle va donc, dans ses écrits, définir ce que je dirais être les 4 piliers du féminisme, encore du féminisme actuel, et corrélé au 5e pilier, qui est bien évidemment la séparation des églises et de l'État. Et vous allez voir. Donc, André Léo, féministe, bien entendu, quand elle dit éducation laïque, non seulement de nom, mais d'esprit, c'est-à-dire un enseignement fondé non plus sur les idées monarchiques ou religieuses, mais sur les idées de notre temps, nous dirions sur la raison. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être libre-penseuse. Quand elle défend les femmes, elle parle de Condorcet, et elle rappelle. Pour elle, Condorcet était la seule intelligence, aussi haute que pure, supérieure à son époque, qui n'a pas commis l'oubli d'avoir oublié les femmes dans ses revendications. Et elle explique pourquoi les femmes, à un moment, sont retournées à l'Église catholique, puisqu'elle dit « Rejetées par la Révolution, elles en perdirent le sens et travaillèrent bientôt à l'étouffer. Elles avaient fait la Révolution par haine du despotisme, elles la défirent pour les mêmes raisons. Les femmes retournèrent au passé par découragement de l'État nouveau. » Donc elle explique bien pourquoi la Révolution française n'a pas réussi, puisqu'on a renvoyé les femmes à leur fourneau, je dirais, et malheureusement, on les a oubliées. Bon, je vous l'ai dit, ce n'était pas tout à fait vrai, puisqu'elles ont réussi à créer des organisations de femmes. Et quand elle parle de l'égalité, donc je reviens à l'égalité homme-femme, elle parle de la vision de la femme de l'époque, en parlant de la maternité. Alors elle dit, qu'est-ce que la maternité ? Le cœur des littérateurs et des poètes répond, c'est le triomphe de la femme, sa grande et suprême fonction, sa morale, son génie, la source inépuisable et sacrée des aspirations sublimes et fécondes. La maternité est sublime parce qu'est sublime son œuvre, etc. etc. Mais elle continue en disant, quelle doit être celle qui la fonde et la détermine ? Et le même cœur des littérateurs répond, une ignorante. Donc effectivement, André Léo se bat pour l'instruction des femmes en disant qu'il faut sortir de cette vision de la femme ignorante et qu'elle doit acquérir l'instruction. Elle va nier aussi les affirmations si présentes à cette époque d'une infériorité de la femme, tant sur le plan physique que moral. Quand elle dit « Si la femme est inférieure à l'homme en tant que manœuvre, elle est comme reproducteur principal de l'espèce, le premier ouvrier de l'humanité. » Que sur le plan intellectuel, lorsque l'intelligence de la femme aura cessé d'être systématiquement enfermée dans les premiers moules de la conception humaine, quand on lui aura rendu l'air de la liberté, quand elle recevra une instruction semblable à celle de l'homme, alors nos physiologistes pourront reprendre leur balance et recommencer leurs calculs. Elle était très claire, André Léo. Et elle va poser un problème qui va de pair avec les précédents, donc c'est celui de l'indépendance financière et matérielle des femmes. Quand elle dit « D'où vient la démoralisation sociale de la dépendance matérielle de la femme, autrement dit, de l'insuffisance de son salaire, de l'impossibilité où elle se trouve de suffire seule à ses besoins. D'où vient, moins de 100 ans après Voltaire, le règne continu de l'obscurantisme, et 80 ans après la Déclaration des droits de l'homme, le despotisme réintronisé, de la dépendance morale et intellectuelle de la femme, qui la rend étrangère à l'idée du droit et de la justice. » Pourquoi je vous lis ça ? Et pourquoi je fais ces rappels ? Tout simplement parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça, et c'est là-dessus que je terminerai. Je terminerai sur l'incroyable, je trouve plus mes mots ça, actualité de ces femmes, de ce que disait André Léo. Quand il y a 2 ans, par exemple, la conférence des évêques de France expliquait que s'il y avait des problèmes de retraite, si la France connaissait une crise par rapport aux retraites, c'était à cause des femmes. Et pourquoi à cause des femmes ? Parce que les femmes choisissaient leur profession, leur carrière professionnelle, plutôt que leur rôle de mère.
quand on lit André Léo, on s'aperçoit que 150 ans après, les choses n'ont pas tant évolué que ça, et qu'on rend encore aujourd'hui responsables les femmes de tous les maux de la terre. Donc effectivement, et qu'on est en train d'essayer de nous faire revenir en arrière. On est en train d'essayer de remettre les femmes au foyer, de remettre les femmes là où les églises principalement auraient voulu qu'elles ne sortent jamais. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est pas simplement un problème historique que de reparler de ces femmes, c'est un problème d'actualité, et c'est un problème qui peut nous faire comprendre et nous faire éviter justement les écueils des politiques qu'on est en train de mettre en place. Alors bon, je ne sais pas quelles seront les politiques qui vont être mises en place avec notre nouveau gouvernement, mais je pense que partout ailleurs, enfin la France est un exemple, mais je pense que partout ailleurs, il y a un recul sur les femmes, il y a un recul religieux, il y a un recul partout. Et ce que disait André Léo, ce que disait Louise Michel, est d'une actualité étonnante. Et je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle il est très important de revenir sur cette histoire de la commune, parce qu'elle peut nous faire réfléchir sur notre présent et surtout sur le futur. Alors pour les femmes, pour les femmes de mon âge, il n'y a plus de problème, mais pour les jeunes femmes qui suivent, les reculs de société actuels, très franchement, sont inquiétants. Et je pense que si André Léo, si Louise Michel revenait aujourd'hui, elle se demanderait très franchement ce qu'on a fait de leurs écrits et ce qu'on a fait de ce qu'elles avaient réussi au moment de la Commune de Paris. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on va lancer un débat et qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas été dites et des phrases que je n'ai pas lues encore d'André Léo. Voilà, je vous remercie. Avant de passer aux questions-réponses, je vais laisser Geneviève intervenir un court instant sur la commune de Limoges. Et après, je me permettrai de vous donner quelques repères bibliographiques, parce qu'il existe des bouquins très bien faits sur les communeuses. Par contre, ils sont quasiment introuvables, donc si ça intéresse quelques personnes, je vous donnerai deux, trois repères bibliographiques. Et Geneviève, c'est à toi pour intervenir sur la commune de Limoges. C'est chronométré, 3 minutes, pas plus. Je vous le promets. Bon, je ne vais pas essayer, bien entendu, de faire œuvre d'historienne, même si notre extraordinaire conférencière a dit qu'elle ne l'était pas. Manifestement, elle l'est quand même. Mais moi, je voulais simplement vous communiquer quelques faits qui aideront à une mise en situation locale des propos de Michel Vincent. Qu'est-ce qu'on faisait à Limoges pendant que des femmes aussi exceptionnelles, malheureusement, il n'y a pas de femmes comme ça, mais des femmes aussi exceptionnelles faisaient la Commune de Paris. Il nous a semblé à nous, enfin, l'association de Haute-Vienne de la libre pensée, il nous a semblé important de souligner que Limoges était une des 7 villes de France à avoir connu, même pour quelques heures, une commune, la fièvre de la commune. Et on n'était pas en mauvaise compagnie, puisque nous étions avec Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Le Creusot, Toulouse et Narbonne. Et il y avait Limoges. Le Limousin en 1871 n'était pas une terra incognita pour la pensée républicaine. Et je vais vous donner 2 chiffres en illustration de ce que je viens de vous dire. Les 2 chiffres, c'est 35 584, même pas, et l'autre, c'est 1514. Le rapport entre les deux, c'est que sur les 35 584 communards arrêtés à Paris, 1514 sont originaires du Limousin, donc soit 4%. Or, quand on sait qu'à la même période, le Limousin, avec ses 930 000, beaucoup plus que maintenant, 930 000 habitants, représentait 2,5% de la population nationale, je pense qu'il faut marquer que ça illustre cette confrontation entre 2 chiffres, illustre le niveau du Limousin. Bon, on doit à notre ami Georges Chatin l'étude sur la commune de Limoges, avec l'Institut d'histoire sociale, et je l'en remercie. C'est lui qui m'a appris, qui vous apprendra peut-être aussi, que Pauline Roland, célèbre féministe socialiste, dont je ne vais pas parler, mais sans doute on en parlera après, qui passa quelque temps à Boussac, la cité creusoise. Elle était avec Pierre Leroux, c'est pour ça qu'elle était à Boussac. Mais elle a appelé Limoges la Rome du socialisme. C'est quand même pas rien de se faire que cette ville ait été appelée comme ça.
Donc l'éclatement limogeaux arrive le 4 avril 71. Cela fait 3 semaines que Paris s'est révolté contre la capitulation bourgeoise et que le drapeau rouge flotte sur la capitale. Limoges, ville ouvrière, vous le savez tous, suit avec intérêt les événements parisiens qui sont d'ailleurs rapportés de façon, d'abord avec retard, et puis ensuite de façon étrangement falsifiée. Et là, les historiens ont des preuves que les documents étaient falsifiés par l'administration versaillaise. À Limoges, le chômage est très important, surtout dans la porcelaine, qui employait sous l'Empire 6000 ouvriers. Mais la guerre a fait fermer presque tous les débouchés des marchés, et donc il y a énormément de chômage. Dans le textile, là c'est pas la guerre qui a fait faire les fermetures d'usines, c'est surtout l'émergence des filatures du Nord. Donc le textile, il y avait 1000 ouvriers du textile à Limoges en 1848, en 1870 il n'y en a plus que 300. Bon, le déclencheur, le 4 avril, c'est l'ordre donné au régiment qui était cantonné à Limoges de rejoindre Versailles pour grossir les rangs de l'armée de la répression. Donc à ce moment-là, il y a des foules de gens, de femmes, d'enfants, d'ouvriers, donc au chômage la plupart, qui se déplacent vers la gare, enfin ce qui était la gare à l'époque. Bon, je ne vais pas vous décrire ce qui s'est passé, les mouvements de la garde nationale et de l'armée. La garde nationale, je vous rappelle que c'était l'armée, enfin la garde, comme son nom l'indique, issue de la société civile, hein, c'était pas des militaires. Donc tout se passe dans ce triangle magique que vous allez tout de suite reconnaître, place Denis Dussou, qui à l'époque s'appelait la place Dauphine, l'église Saint-Michel, qui existe toujours, et la rue du Clocher, enfin pas vraiment la rue du Clocher, mais les petites ruelles qui sont tout autour de la rue du Clocher. Donc c'est dans ce triangle-là que ça se joue. Mais ça se joue peinard, quoi. Je veux dire, on n'a pas des assassins ni d'un côté ni de l'autre, contrairement à ce qu'a voulu faire croire l'administration versaillaise après. Les prévenus, parce qu'il y aura des prévenus, il y aura des arrêtés, il y aura des gens arrêtés, près d'une trentaine. En général, ils sont arrêtés quand ils sont repartis de la préfecture en disant bon, allez, on s'en va. Donc, on a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire que le préfet avait déjà fui habillé en ouvrier. Mais bon, ils avaient arrêté les soldats qui